Donc, je vous remercie d'être présent en si grand nombre. Puis je disais qu'au fur et à mesure que vous rentriez dans la salle, le stress de Dominique descendait parce que c'est un succès, son organisation, et le mien a augmenté un peu. Le but de la présentation est principalement de faire un survol des impacts de la toxicomanie sur le suicide. C'est un sujet qui est extrêmement large, donc j'ai essayé de retirer les grandes lignes et de garder un peu de temps pour pouvoir répondre aux questions que vous pourriez avoir à la fin. Donc, le but n'est pas d'aller dans le détail, mais plus que vous ayez un peu plus une idée de comment est-ce qu'on classifie en psychiatrie les problèmes de toxicomanie, c'est quoi leur impact sur le suicide et la santé mentale, puis aussi commencer à avoir un peu des pistes de qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez des proches de la famille, des patients qui sont prises avec des problématiques, puis que vous avez une crainte pour le risque de suicide. Donc, pour commencer, je n'ai pas de conflit d'intérêt. C'est tout. Pour les objectifs, donc, comme je disais, probablement qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont un peu entendu parler de dépendance, d'abus, de troubles liés à l'utilisation des substances. C'est des termes qui sont souvent faciles à confondre. Donc, en premier, on va essayer de démêler un peu qu'est-ce qui est quoi. Par la suite, on va parler un peu de l'impact de l'utilisation de substances sur le suicide, puis du suicide au Canada et au Québec. Et par la suite, connaître aussi l'impact entre les problématiques de toxicomanie et la santé mentale, parce que c'est souvent aussi deux problématiques qui sont retrouvées conjointement. Puis finalement, le but, c'est de commencer à discuter un peu des pistes de solutions sur comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ces problématiques-là. Donc, pour le plan de la présentation, on va parler justement un peu des définitions des troubles liés à l'utilisation de substances, parler un peu des données épidémiologiques, parler du suicide, du lien avec le trouble lié à l'utilisation et de la prévention et des traitements. Donc, pour commencer, je vais utiliser les définitions plus du DSM-5. Le DSM-5, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Statistical Manual of Mental Disorder. C'est le livre fait par l'Association américaine de psychiatrie qui donne un peu tous les diagnostics psychiatriques. C'est un livre initialement qui est fait à des fins de recherche, en fait, pour essayer que tous les gens qui font de la recherche en psychiatrie aient un langage commun. Il est utilisé aussi beaucoup en psychiatrie, puis souvent, vous allez en entendre parler. On dit rarement son nom complet, puis on parle du DSM. Le 5 est pour la nouvelle édition qui est sortie en 2013. Il y a toujours une petite période d'adaptation entre la dernière édition qui était le DSM-4 puis le DSM-5. D'où le fait qu'on parle d'abus, dépendance, troubles liés à l'utilisation. Comment c'est classifié? En fait, le DSM va parler de troubles liés à une substance. Il parle des troubles liés à l'utilisation qu'on va discuter un petit peu plus en détail, mais j'apporte aussi votre attention sur le fait qu'il y a toute une section de troubles induits par les substances. En fait, ce que ça dit, c'est que sensiblement, la majorité des substances qui peuvent être consommées peuvent induire à peu près tous les troubles qui existent, ce qui en fait des facteurs confondants, puis que quand on voit quelqu'un, que ce soit un proche, un patient, ce n'est pas toujours facile de savoir les symptômes qu'il présente, est-ce que c'est dû à sa consommation ou à une problématique qui est sous-jacente. Donc, dans les troubles induits, on va parler d'intoxication et de sevrage. Ça, c'est ce qui est directement lié à la substance quand la personne en prend. Le sevrage, c'est les symptômes propres à chaque substance quand la personne arrête de consommer. Il peut y avoir des troubles de l'humeur, des troubles d'anxiété, des troubles psychotiques et même des troubles cognitifs, des troubles de dysfonction sexuelle, des troubles du sommeil qui sont quand même très fréquents aussi avec les problématiques de consommation. La majorité des substances peuvent créer ces troubles-là. On va voir un petit peu plus de troubles psychotiques avec, par exemple, les psychostimulants, le cannabis, que vous en avez probablement entendu beaucoup parler. Les troubles de l'humeur, on pense aux substances, mais il faut aussi penser aux médicaments qui sont prescrits, notamment les benzodiazépines, les opiacés comme le dilodide, la morphine, ces choses-là. Le DSM-5, en fait, répond au fait qu'il y avait un certain mélange dans la communauté scientifique, en pratique, puis aussi pour monsieur et madame tout le monde, sur abus, dépendance, qu'est-ce que c'est. Donc, le DSM-5, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la problématique d'abus, la problématique de dépendance, et il en a fait un seul trouble qui s'appelle le trouble lié à l'utilisation de substances. Donc, dans un sens, ça vient un petit peu simplifier les choses.
Je vais glisser un mot sur abus et dépendance parce que probablement que pour les 5-10 prochaines années, vous allez quand même continuer de temps en temps à en entendre parler. Abus, qu'est-ce que ça voulait dire? Sans vous donner tous les critères, ça voulait dire quelqu'un qui consomme et que la consommation va lui donner des complications dans sa vie, va lui donner du trouble. Donc, quelqu'un qui conduit, par exemple, en état d'ébriété, quelqu'un qui n'est pas capable de rentrer au travail le lendemain, quelqu'un qui se met à risque, en danger parce qu'il consomme. La dépendance rentrait dans la personne dont la consommation est en perte de contrôle. Donc, la personne n'arrive plus à arrêter de consommer, consomme en plus grande quantité, essaye d'arrêter, n'est pas capable, développe des symptômes physiques quand il essaye d'arrêter. Donc, c'était les distinctions qu'il y avait. Normalement, le DSM-4 excluait l'abus une fois que la personne était dépendante, mais ce qu'on voyait très régulièrement dans les dossiers, c'était abus plus dépendance, plus toxicomanie, c'était tout mélangé. Donc, maintenant, c'est nettement plus facile. On parle de troubles liés à l'utilisation. Puis, les critères qu'on va voir sont une combinaison, en fait, des critères d'abus et des critères de dépendance. En fait, le seul critère qui a été enlevé, c'était qu'il y avait dans les critères d'abus un critère légal, c'est-à-dire avoir eu des conséquences légales à cause de la consommation. La raison pourquoi ils l'ont enlevé, c'est qu'il y avait un certain facteur chance, c'est-à-dire que quelqu'un pouvait conduire une fois en état d'ébriété et se faire prendre, puis d'autres gens allaient en conduire 150 fois puis jamais se faire prendre. Et l'autre chose, c'est que quand on faisait quelque chose d'illégal à cause de la consommation, souvent, ça pouvait rentrer dans d'autres catégories. Par exemple, avoir des conduites à risque sous substance, parce que conduire en état d'ébriété, ça nous met à risque. Donc, les critères du trouble lié à l'utilisation de substances, c'est l'abréviation TLU que vous allez voir le plus souvent là, dans les dossiers, donc c'est ça que ça veut dire. C'est un mode d'usage problématique d'une substance conduisant à une altération du fonctionnement. Donc ça, c'est classique de tous les problèmes du DSM. Il faut tout le temps qu'il y ait un impact sur le fonctionnement. Ou à une souffrance significative caractérisée par au moins 2 des manifestations suivantes au cours d'une période de 12 mois. Ce qui est important, c'est le « au cours ». On n'a pas besoin d'attendre que la personne ait le comportement pendant 12 mois. C'est que dans la dernière année, on veut qu'il y ait eu au moins 2 de ces manifestations-là. Mais quelqu'un qui a une consommation très problématique, qui répond à tous les critères, puis que ça fait 3 mois qu'il consomme, on peut quand même donner le diagnostic de TLU. Les critères, il y en a 11. C'est peu réaliste de tous que vous les appreniez tous par cœur. On peut les séparer en 4 grandes catégories. Donc, la première, j'ai mis les 4 critères qui se rapportent aux critères de perte de contrôle. Donc, c'est une substance qui est consommée en plus grande quantité ou pendant une période plus prolongée que prévu. Donc, ça, c'est la personne qui dit je vais aller prendre juste un verre ou je vais prendre juste un joint, puis que finalement, il consomme toute la nuit jusqu'au lendemain matin, ce qui est assez fréquent. Il y a un désir persistant ou des efforts infructueux pour diminuer. Donc, c'est des patients qui vont essayer à plusieurs reprises d'arrêter, qui vont rechuter. Puis ça, je pense que c'est important aussi de garder en tête que ça fait un peu partie inhérente de la problématique. Donc, il ne faut pas, comme aidant, se décourager que la personne ne réussisse pas nécessairement du premier coup à changer son comportement. Puis vous pouvez juste penser, quand les gens manquent un peu de patience à quelqu'un qui rechute souvent, pensez à toutes les résolutions que vous prenez le 1er janvier, puis combien de temps elles durent. Puis c'est assez difficile de changer les habitudes de vie, que ce soit pour l'exercice, pour la diète, pour toutes ces choses-là. Le 3e critère, donc beaucoup de temps est passé dans les activités nécessaires pour obtenir la consommation ou à consommer ou à récupérer de la consommation. Donc, c'est la personne qui est en lendemain de veille et qui n'est pas capable de faire ses choses parce qu'il faut qu'il reste couché toute la journée, ou la personne qui est rendue à devoir mendier, qui a été faire des activités illégales pour être capable de se payer, par exemple, sa consommation d'héroïne. Envie impérieuse, craving, fort désir ou besoin pressant de consommer. Ça, c'est un des nouveaux critères qui a été rajouté. Donc, les gens qui ont des problèmes de consommation vont souvent décrire que lorsqu'ils ont arrêté de consommer, même s'ils ne veulent pas reconsommer, il va y avoir des périodes où l'envie est tellement forte que c'est extrêmement difficile de se contrôler et de s'empêcher d'y aller. La raison pourquoi ils l'ont rajouté dans le DSM-5, c'est entre autres parce que ça peut être une cible thérapeutique lorsque les gens sont en thérapie, d'essayer de trouver justement des stratégies pour contrôler ce craving-là, et que pour certaines substances, on commence aussi à avoir des approches pharmacologiques pour baisser ces cravings. Donc, d'avoir beaucoup de cravings, c'est aussi un des facteurs de rechute pour les personnes.
L'autre catégorie, donc, le critère de dysfonctionnement social, donc consommer de façon répétée la substance conduisant à l'incapacité de remplir des obligations majeures au travail, à l'école, à la maison, donc une perte de fonctionnalité dans ces domaines-là. Une consommation qui continue malgré des problèmes interpersonnels, puis des activités sociales, professionnelles ou des loisirs importants qui sont abandonnés. Le dernier critère, donc le critère numéro 7, je vous le mets en tête parce que des fois, c'est une des choses qui est difficile, notamment quand on essaye de savoir si la personne est déprimée. Donc, on va voir que la personne a une consommation importante, puis a abandonné toutes ses autres activités. Puis là, ce qui est difficile, c'est de savoir est-ce que c'est parce qu'il est déprimé puis qu'il n'a plus le goût de les faire ou c'est parce que la consommation prend tellement de place que tout le reste n'a plus aucune importance. Les critères d'utilisation risqués, donc une consommation répétée de substances où ça peut être physiquement dangereux. Donc, je parlais de l'exemple de conduite en état d'ébriété, mais ça peut être de s'intoxiquer dans un party où on sait qu'il y a des gens de gang de rue, comme ça est passé un petit peu dans les médias. Donc, ça peut être un des critères. L'usage de substances est poursuivi bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou physique persistant. Donc, ça, c'est tous les gens qui vont avoir, par exemple, une cirrhose due à l'alcool, qui vont avoir une psychose, mais qui continuent à quand même consommer du cannabis, de la cocaïne, même s'ils savent que ça va les rendre plus malades, même s'ils savent que ça augmente leur risque d'être réhospitalisés, et qui vont, malgré tout, même s'ils sont conscients de ça, continuer à consommer. C'est important aussi, ça, de le savoir, parce que des fois, on a l'impression que c'est parce que les patients ou nos proches ne comprennent pas qu'ils vont se mettre en danger. Donc, la personne qui revient, par exemple, à l'urgence à répétition, qui manque mourir de surdose, d'overdose, on lui explique le lendemain, puis elle comprend très bien, mais la semaine d'après, des fois, elle va être revenue quand même. Ça fait un peu partie du trouble. Et finalement, il y a des critères pharmacologiques qui sont la tolérance et le sevrage. Donc, la tolérance, c'est le principe que la personne qui consomme initialement va avoir un effet avec une petite dose de la substance et pour avoir le même effet, va devoir augmenter la substance ou va consommer la même quantité, mais va avoir une perte de l'effet. Puis le sevrage, donc, c'est quand la personne arrête de consommer, va avoir des symptômes qui, grosso modo, sont pas loin de l'inverse de l'effet de la substance. Donc, quelqu'un qui prend un psychostimulant qui a un effet euphorisant, qui augmente l'énergie, va avoir un tableau qui peut s'approcher de la dépression, triste, fatigué. Quelqu'un qui prend un médicament relaxant va avoir des fois un rebond d'anxiété. Dans les sevrages, je ne veux pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est juste de savoir qu'il y a certaines substances pour lesquelles le sevrage peut être dangereux, notamment l'alcool, que les gens, comme c'est plus conjoint, des fois pensent que ce n'est pas quelque chose qui est dangereux, mais les gens qui consomment depuis longtemps, qui ont d'autres problématiques de santé, peuvent développer ce qu'on appelle un délirium tremens, donc qui est une période de confusion aiguë qui, lorsqu'elle n'est pas traitée, dans certains cas, peut aller jusqu'à la mort. Donc, c'est important de savoir ça. Il y a d'autres sevrages qui ne sont pas nécessairement dangereux, mais qui sont extrêmement désagréables, notamment les sevrages d'opiacés, où les gens ne mourront pas, mais ils vont signer un refus de traitement pour partir puis aller reconsommer. Dans la même famille que l'alcool, les médicaments de la famille des benzodiazépines, donc Ativan, Rivotril, Xanax, toutes ces familles-là, peuvent aussi jouer un peu sur les mêmes récepteurs sur le cerveau, donc peuvent aussi entraîner des sevrages compliqués. Puis le GHB, qui a un fonctionnement un peu similaire également. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des indications médicales de faire un sevrage à l'hôpital, puis qu'il y a une unité, entre autres, à l'hôpital Saint-Luc pour ces situations-là. Ensuite de ça, le DSM nous donne la possibilité de grader est-ce que c'est un trouble lié à l'utilisation léger, modéré ou sévère. Puis principalement, en fait, ça dépend du nombre de critères. Donc, quelqu'un qui aurait seulement 2 ou 3 critères va être léger, 4 ou 5 modérés, puis en haut de 6 sévères. Quand quelqu'un a une problématique importante de consommation, ça ne prend pas beaucoup de temps quand vous regardez les critères pour qu'il tombe dans le sévère. Et il y a la notion de rémission précoce et prolongée. Ça, c'est un autre changement. Pour ceux qui connaissaient le DSM-4, c'était 1 mois d'abstinence ou de ne plus répondre aux critères qu'on demandait. Maintenant, c'est 3 mois.
Une des raisons pour laquelle ils ont prolongé, c'est qu'on sait que quand les gens arrêtent de consommer, le plus grand risque de rechute est dans les 3 premiers mois. Puis la rémission prolongée, c'est quand ça fait 1 an et plus que la personne ne répond plus aux critères. Donc, les familles de substances selon le DSM-5, il y a plein de façons de catégoriser les substances. Je vous donne un peu celles que le DSM donne, mais il y en a plein d'autres. Puis c'était aussi pour vous faire voir que dans le DSM, ils vont parler notamment de la nicotine, de la caféine, qui sont des substances qui peuvent donner des troubles, qui ne sont pas de la même intensité que d'autres substances, mais c'est de savoir que quand on parle de problématiques de consommation, ce n'est pas nécessairement uniquement les drogues dures, les drogues de rue. Donc, on parle de l'alcool, la caféine, le cannabis, les hallucinogènes qui sont la famille du PCP, du LSD, du buvard, de la mescaline. Les inhalants, donc problématique en fait, c'est d'inspirer tous les gaz qui émanent, que ce soit de la peinture, de l'essence, de l'alcool. Les opioïdes, qui rentrent l'héroïne, mais qui rentrent aussi tous les opioïdes synthétiques faits puis qu'on donne à nos patients, donc fentanyl, dilodide, morphine, etc. Les médicaments sédatifs, hypnotiques, anxiolytiques, qui incluent la famille des benzodiazépines, qui incluent dans le passé les barbituriques, les stimulants, plus amphétamine, cocaïne, la médication pour les déficits d'attention, donc le Ritalin puis la dexédrine, vont rentrer aussi dans cette famille-là. Le tabac, puis les autres substances qui sont tout ce qui ne rentre pas dans les autres classifications, donc par exemple les stéroïdes. Donc, est-ce que c'est fréquent, les problématiques de consommation? C'est environ 10 de la population qui, à un moment donné dans leur vie, vont avoir une problématique liée aux substances autres que l'alcool. Pour l'alcool, la prévalence à vie est autour de 20 pour les hommes, autour de 10 Quand on parle de prévalence à vie, ça ne veut pas dire que si maintenant on regardait actuellement qui a un problème d'alcool, on arriverait à 20 C'est quand on fait des études puis qu'on regarde, on demande dans leur vie, les gens, est-ce qu'ils ont déjà présenté cette problématique-là? Donc, ça inclut les gens qui sont en rémission, mais ça montre que c'est une problématique qui est très fréquente. Vous remarquerez que les données qu'on a sont pour l'abus, la dépendance, c'est que ça prend un peu de temps à avoir des données épidémiologiques. Puis comme le DSM-5 a été fait en 2013, on n'a pas encore les données pour le nouveau DSM. Donc, au niveau du cannabis, c'est autour de 4-5 le risque à vie. Les abus de dépendance en amphétamine, 1,5 puis pour l'héroïne, c'est environ 1 1 ça ne paraît pas beaucoup, mais quand vous le mettez à l'échelle de la population du Canada, ça fait quand même beaucoup de monde. L'autre chose, c'est que ça, c'est dans la population générale. Dans les gens qui consomment des soins de santé, les pourcentages augmentent parce que c'est des gens qui ont plus de chances d'avoir besoin de soins. Pour l'alcool, ce qui est important de retenir, c'est en fait, c'est la deuxième problématique la plus fréquente. Quand on prend tous les troubles du DSM, il y a les troubles anxieux pour lesquels on a beaucoup d'annonces à la télévision qui disent que c'est une personne sur 5 qui en a. Mais l'alcool est le deuxième le plus fréquent, puis il y a un petit peu moins d'annonces pour ça à la télévision. Le suicide en chiffres, donc au Canada, c'est la 9e cause de tous les décès. Le suicide, quand on fait les statistiques, on calcule tout le temps sur 100 000 personnes parce que c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça. Donc en pourcentage, ça aurait l'air vraiment très petit. Mais c'est de savoir, en fait, pourquoi c'est une problématique. C'est que souvent, c'est des morts qui auraient pu être évitables et que ça a un impact non négligeable sur tout l'entourage, tous les gens autour. Il y a plus d'hommes que de femmes qui ont tendance à se suicider. Donc, vous regardez, au Canada, c'est environ 11 personnes sur 100 000 habitants, mais c'est 17 pour les hommes, puis 5 pour les femmes. Puis ça représente 1,6 de tous les décès en 2012. Pourquoi c'est les données de 2012? C'est parce qu'il y a toujours un peu de retard en épidémiologie. Puis ça, si vous voulez suivre l'évolution, vous allez sur le site de Statistique Canada, puis c'est assez facile. Il y a des tableaux là, qui vous montrent l'évolution au fur et à mesure. Au Québec, le taux de suicide est un petit peu plus élevé. Donc, c'est 13 sur 100 000 habitants. Puis, pour les hommes, ça monte jusqu'à 20. Pour les femmes, à 6, donc relativement similaire.
Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il y a quand même eu une baisse depuis 1999. Le taux de suicide au Québec est en baisse graduelle. En fait, ça avait monté à un taux jusqu'à 22 en 1999. Puis là, tranquillement, à chaque année, on voit que c'est à la baisse. Les prévisions pour 2013 seraient que soit c'est stable, soit ça a continué à baisser un peu. Les méthodes de suicide, donc là, on parle des méthodes utilisées chez les gens qui sont décédés, donc pas pour les tentatives. La méthode numéro 1 reste la pendaison. Par la suite, il y a la médication ou les empoisonnements, puis les armes à feu. À noter qu'aux États-Unis, où les armes à feu sont plus accessibles, les armes à feu sont plus fréquentes que les médicaments. Donc, il semble quand même y avoir un effet protecteur là, des politiques de restriction des armes à feu. Il y a environ 3 à 4 hommes pour une femme qui font un suicide complété. C'est un beau lapsus, ça. Et au niveau des âges, on entend beaucoup dans les médias parler des jeunes parce qu'en fait, ça représente une proportion très élevée du pourcentage de personnes qui décèdent. Donc, ça représente à peu près 25 des décès chez les jeunes, mais c'est parce que les jeunes, habituellement, ne sont pas supposés mourir en tant que tels, mais la majorité des gens qui se suicident vont avoir entre 40 et 60 ans. Puis pour ceux qui étaient là hier à la présentation, moi, j'étais pas là, mais j'imagine, en fait, ils remarquent dans les dernières années un début d'augmentation du suicide chez les personnes plus âgées aussi. Pour les tentatives de suicide, c'est des statistiques qui sont un peu inversées, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 3-4 femmes pour un homme qui vont faire une tentative de suicide. Puis les prévalences à vie, donc les chances dans une vie de faire une tentative de suicide, dépendamment des études, c'est entre 1 et 4 %. Donc, ce qui est quand même assez fréquent puis assez important. Les facteurs de risque, je ne veux pas... c'est juste les facteurs de risque pour être en soi une présentation complète. Donc, je vous ai donné des grandes lignes, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Je vous ai donné une des échelles qui a été faite dans les années 80. Parce qu'avec un truc mnémotechnique, des fois, c'est un petit peu plus facile de s'en souvenir et que ça couvre quand même les grandes lignes. Donc, le sad person, donc il y a le sexe qui est au niveau d'être un homme. L'âge qui est en train tranquillement de changer. En fait, initialement, il disait jeune, puis autour de 50 ans. Mais là, tranquillement, être aussi une personne plus âgée pourrait être un facteur de risque. Être déprimé. Dans déprimé, on rentre un peu tous les maladies, les problèmes affectifs, y compris les troubles de personnalité qui vivent des crises. D'avoir fait une tentative de suicide dans le passé. En fait, c'est un des meilleurs prédicteurs au niveau statistique. Donc, quelqu'un qui a déjà fait une tentative de suicide par rapport à quelqu'un qui n'en a jamais fait, il y a clairement plus de chances éventuellement de faire un suicide complété. Par contre, c'est quelque chose qui est très statique. Donc, une fois que quelqu'un a fait une tentative, il va toujours coter. Donc, ça ne nous donne pas toujours beaucoup d'informations sur quand est-ce qu'il a besoin de plus d'aide ou pas. L'éthylisme, on rentre tous les problèmes de consommation. La perte de rationalité, en fait, on parle de la psychose, donc quelqu'un qui se mettrait à entendre des voix, se mettrait à avoir un délire, donc des croyances qui sont irréductibles par la logique alors qu'elles sont fausses. D'être seul, donc de ne pas avoir de réseau social, d'avoir des idées avec un plan qui est organisé, donc de savoir qu'est-ce que la personne va faire, quand, comment. De ne pas être marié, donc ceux qui ont des conjoints-conjointes, vous pourrez leur dire qu'il faut qu'ils restent avec vous. Et d'avoir des problématiques de santé précaires. Donc, c'est principalement les maladies chroniques ou graves. Puis ça, c'est une des problématiques qu'on voit de plus en plus souvent. Puis c'est pas mal d'actualité avec toute l'aide médicale à mourir. Ce qui n'est pas dans le sad person, mais qui est extrêmement important, c'est toute la question de hopelessness ou de désespoir. C'est quand ils font les autopsies psychologiques, donc quand quelqu'un est décédé puis qu'il regarde en arrière qu'est-ce qu'il y avait, c'est entre 90 et 95 % des patients qui présentaient du désespoir, ce qui est assez logique, mais qui peut être un bon indice, notamment chez les gens qui ont des problématiques d'idées suicidaires chroniques. Donc, on va voir des gens qui vont nous dire que depuis qu'ils ont 4 ans, ils pensent à tous les jours à mourir.
bien, on ne les gardera pas enfermés nécessairement pour ça, mais des fois, ils vont avoir besoin d'une période où ils ont plus de support, puis la notion de leur niveau d'espoir, leur niveau de désespoir va des fois nous aider à prendre des décisions en ce sens-là. Donc, selon les autopsies psychologiques, 90% des individus décédés par suicide avaient un trouble de santé mentale au sens large. Donc, on rentre les problématiques de consommation, les troubles de l'humeur, les problématiques de psychose et les troubles de personnalité. En fait, le seul biais que je dirais là-dessus, c'est que c'est toujours un peu plus facile en rétrospective, des fois, d'identifier les choses, puis aussi, on peut avoir un peu un biais si on cherche une raison pourquoi la personne s'est suicidée, de surdiagnostiquer un peu les problèmes. Mais que ça ne soit pas 90, que ça soit juste 80, ça ne change pas grand-chose, que la majorité des gens qui vont se suicider avaient une problématique à ce niveau-là. Les substances liées au suicide, en fait, la principale substance qui est reliée au suicide, c'est l'alcool. Dans la majorité des suicides, quand ils font des autopsies, des tests après suicide, la personne allait avoir dans son sang une substance active, puis ce serait dans environ 50% des cas qui avaient de l'alcool. Comment est-ce qu'on comprend l'impact de l'alcool? Il y a deux choses. Il y a que quand quelqu'un a des idées et n'est pas certain s'il veut passer à l'acte ou pas, puis consomme énormément, il peut y avoir un acte impulsif qui se fait parce que le jugement est diminué. Puis, à ce moment-là, bien, une fois que la personne n'est plus là, on n'a pas trop le temps de revenir en arrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir quand même assez régulièrement. Quelqu'un qui était intoxiqué le vendredi soir va avoir parlé ou fait un geste de suicide, se retrouve à l'urgence, puis le lendemain, quand on le voit, il nous explique qu'il n'est absolument pas suicidable, puis que c'est juste qu'il a eu une mauvaise nouvelle, qu'il a pris de la consommation d'alcool, puis que là, il a fait un geste qu'il n'aurait probablement pas posé s'il n'était pas intoxiqué. C'est la substance qui est la plus liée au suicide. Et souvent, en fait, l'alcool est combiné avec d'autres substances. Le plus souvent, c'est avec le cannabis ou avec la cocaïne. Donc, il y a eu des données par rapport au cannabis que l'utilisation de cannabis tout seul augmentait pas vraiment le risque de suicide, mais il y a aussi beaucoup de données qui disent que quand les gens sont intoxiqués et à l'alcool et au cannabis, il y a un risque un peu plus élevé. Donc, c'est dur d'isoler le rôle là, du cannabis en tant que tel. La cocaïne, les psychostimulants, donc le petit diagramme, je ne sais pas si on voit la flèche. Oui. Le petit diagramme que je vous ai montré, en fait, c'est que vous vous rappelez que tout ce qui est psychostimulant va donner justement un aspect euphorique. Donc, quand la personne consomme, son état d'humeur générale va souvent être beaucoup plus élevé. Et par la suite, il y a souvent un down qui est relié à ça. Puis là, la personne va avoir envie de consommer. Ce qu'on voit, par contre, souvent, c'est que les gens vont consommer par période un peu de binge ou pendant 5, 6, 7 jours, ils consomment presque nuit et jour. Et ensuite de ça, il y a un crash assez important où ils peuvent présenter des idées suicidaires, mais que quand on fait leur histoire, ils sont pas... 4 jours avant, ils n'étaient pas du tout déprimés, ce qui peut nous amener des fois à minimiser un peu puis dire « Ah, ben c'est juste qu'ils consomment, puis c'est pas si grave que ça ». Mais dans cette période-là de down, il y a quand même un risque de suicide qui est plus élevé. Puis des fois, c'est peut-être juste pour 3-4 jours, mais les gens vont avoir besoin d'un petit peu plus d'aide à ce moment-là. L'impact de la cocaïne sur le suicide est très variable selon les régions, entre autres parce que la disponibilité de la cocaïne est très variable selon les régions, mais il y a certains endroits où ça joue un rôle assez important. Les opiacés, on sait mal comment, c'est quoi exactement leur rôle. Donc, opiacés, héroïne, dilodil, les autres médicaments là, antidouleurs. On sait que la population qui a été élue aux opiacés a à peu près 14 fois plus de chances de mourir par suicide. Ce qui n'est pas clair, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont soulevé l'idée que ce chiffre-là devait même être sous-estimé parce qu'il y a plein de gens qui font une overdose, puis qu'on identifie qu'ils ont fait une overdose accidentelle, mais peut-être que dans le fond, c'est un suicide. Ils ont quand même essayé de faire des études où ils prenaient les survivants d'overdose, puis ils essayaient de regarder c'était quoi la raison qui les avait poussés à faire les overdoses. Puis c'est pas les idées de suicide qui sont un bon prédicteur pour ça. En fait, c'est beaucoup plus d'avoir eu soit une période d'incarcération où on ne pouvait pas consommer, soit d'avoir fait une désintoxication ou même d'avoir essayé un traitement de substitution puis de l'avoir arrêté. Pourquoi? C'est qu'à ce moment-là, l'effet de tolérance dont on parlait
cesse de faire effet, les gens vont reconsommer la même quantité qu'ils sont habitués à consommer, mais comme ils ont perdu cette tolérance-là, c'est une dose qui est trop forte. Ils font une overdose, puis là, il peut y avoir des risques de décès. Donc, ce n'est pas clair que les overdoses sont tant que ça liées au suicide. La majorité de ces patients-là qui avaient fait des overdoses puis qui avaient fait des tentatives de suicide avaient fait des tentatives de suicide par d'autres moyens, souvent des moyens assez violents. Puis de ne pas oublier que nos médicaments prescrits peuvent aussi être utilisés dans les tentatives de suicide. Donc, quand on voit un patient, quand on voit quelqu'un qui a une problématique, un risque suicidaire, des fois, ça peut être bon de se poser la question, est-ce qu'on lui laisse sa médication pour un mois au complet alors que ça lui donne une dose de médicaments? Puis là, ça peut être des médicaments psychiatriques, mais ça peut être des médicaments pour le cœur, ça peut être des médicaments pour n'importe quelle raison. Des fois, une des façons qu'on peut faire pour les aider, c'est de rapetisser l'intervalle dans lequel on leur donne les médicaments. Donc, par exemple, servir la médication une fois par semaine. C'est sûr que les gens peuvent les accumuler, mais on limite un peu le risque de passage à l'acte au niveau impulsif. On peut limiter un peu les dégâts. L'alcool et les drogues, donc en fait, grosso modo, c'est de se rappeler, comme on a dit, que la consommation peut induire une panoplie de symptômes et que le fait d'avoir une problématique de consommation augmente beaucoup le risque d'avoir une problématique de santé mentale. Et inversement, le fait d'avoir une problématique de santé mentale augmente notre risque de consommer. Donc, on sait qu'environ, les gens qui ont une problématique de santé mentale ont environ 2 fois plus de risque d'avoir un TLU à l'alcool, puis 3 fois plus pour les drogues illégales. À l'inverse, d'avoir un TLU, ça nous donne 3 à 4 fois plus de chances d'avoir une problématique de santé mentale. D'avoir les deux conditions ensemble, donc ce qu'on appelle un trouble concomitant, ça entraîne une évolution défavorable pour les deux problématiques, donc tant pour la problématique de santé mentale que pour la consommation. Ça fait en sorte qu'il y a plus de complications physiques, que les gens habituellement se retrouvent dans des situations sociales plus vulnérables, qui consultent plus souvent à l'urgence, mais qui ont moins accès aux services de santé, qui sont souvent un peu décourageants et pour les proches et pour les aidants parce qu'ils ne viennent pas au rendez-vous nécessairement qu'on leur donne, parce qu'ils ne feront pas les démarches si on leur dit « va voir le médecin », mais que la démarche, que le rendez-vous est dans 6 semaines, ils vont déjà avoir oublié puis ils n'iront pas. Le risque de suicide est augmenté, le risque d'agir violent est augmenté aussi. Et quand on leur prescrit des traitements, ils ont une moins bonne adhésion au traitement. Est-ce que c'est fréquent? Je vous donne un peu les chiffres pour les problématiques de santé les plus importantes. Donc, la schizophrénie, c'est environ un patient sur 2 qui va avoir une problématique de santé mentale, qui va avoir la schizophrénie plus un TLU. Sensiblement la même chose pour la maladie bipolaire. Puis, environ 1 sur 4 pour les troubles anxieux, les troubles dépressifs majeurs. La problématique de santé mentale qui est la plus associée, c'est le trouble de personnalité antisociale. Probablement que le trouble de personnalité limite ne suit pas très loin derrière. Juste un petit rappel, en fait, c'est aussi que les problématiques, les TLU vont avoir comme conséquence, si vous vous rappelez là, des critères de TLU, de jouer sur plusieurs des facteurs. Donc, peuvent induire des symptômes psychiatriques, peuvent faire en sorte que les gens se découragent de la personne, puis qu'ils soient plus seuls, que leur femme ou leur chum soit parti. Donc, juste le fait d'avoir un TLU vient jouer, oui, sur le risque de suicide, mais vient jouer sur tous les autres facteurs de risque également. Qu'est-ce qu'on fait par contre? Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir puis on ne peut pas faire grand-chose, ou est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour essayer d'aider ces gens-là? Je ne veux pas rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on gère une personne suicidaire. Je vous donne juste comme conseil que quand on pense qu'il y a un risque aigu, la chose qu'on peut faire si la personne est devant nous, c'est d'essayer de lui en parler pour préciser un peu sa pensée. Et il n'y a pas de risque de faire en sorte que parce qu'on lui a demandé s'il veut se suicider, on lui a mis ça dans la tête puis que c'est ça qui fasse qu'il va se tuer. Donc, toutes les études qui ont regardé cet effet-là montrent que c'est sécuritaire là, de poser la question. Donc ça, n'hésitez pas à la poser. Puis par la suite, c'est de regarder c'est quoi votre niveau d'inquiétude. Si vous avez peur que la personne se suicide là, bien, c'est d'aller chercher de l'aide. Puis à la limite, ça peut être même de faire le 911 si on a
si on a peur que la personne se tue maintenant puis qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. C'est des fois mieux d'aller chercher la cavalerie pour rien que d'oublier de le faire puis qu'on soit désolé là, par la suite. Il existe d'autres options. Vous pouvez penser aux lignes d'écoute, vous pouvez penser au centre de crise. Il y a la possibilité d'essayer de convaincre la personne d'aller consulter. Bref, c'est de ne pas le prendre ça à la légère, puis que même quelqu'un qui a souvent des idées de suicide, ça peut valoir la peine de les explorer un petit peu plus avec lui. Vous pouvez limiter les accès aux moyens utilisés. Donc ça peut être vous, chez vous, de faire attention que les médicaments ne traînent pas partout, que s'il y a des armes à feu, elles soient dans des endroits sécurisés. Puis ça peut être au niveau plus politique, institutionnel, comme je l'ai dit, par rapport le Québec par rapport aux États-Unis, au niveau de la gestion des armes à feu. D'essayer autant que possible de donner du support à la personne. Donner du support à la personne ne veut pas dire le surveiller 24 heures sur 24. Je vous dirais, si vous êtes rendu à penser que votre proche a besoin d'être surveillé 24 heures sur 24, c'est qu'il est dû pour être à l'hôpital. Parce que vous allez virer fou, puis lui aussi, parce qu'avoir un chaperon qui nous suit partout, c'est assez épuisant. Quand on les voit, on essaie d'améliorer un peu leur stratégie d'adaptation aux stresseurs. Et le but aussi, c'est d'essayer d'identifier est-ce qu'il y a une problématique de santé mentale sous-jacente, est-ce qu'il y a un trouble lié à l'utilisation, puis d'essayer de leur offrir des soins pour ça. Je ne rentrerai pas dans le détail de qu'est-ce qu'on fait pour chaque trouble. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a souvent deux grandes phases de traitement pour les gens qui ont été élus. La première est, quand ils arrivent soit intoxiqués, soit en sevrage, de stabiliser la problématique aiguë. Puis par la suite, assez rapidement, quand ils finissent, quand l'intoxication est résolue ou que le sevrage commence à aller mieux, c'est de commencer à regarder avec eux, c'est quoi leurs objectifs, puis comment est-ce qu'on peut les aider à les atteindre. Donc, tout ce qu'on rentre dans la réadaptation, en fait, c'est de les aider à reprendre un fonctionnement le plus optimal possible. Je vous dis, plus pour votre information, qu'il y a de plus en plus de médications qui peuvent aider les problématiques, notamment pour l'alcool. Donc, la plupart des gens ont entendu parler de l'antabuse, qui est le médicament qui rend très, très, très malade quand les gens boivent. Le seul problème, c'est que souvent, les gens ne le prenaient pas parce qu'ils ne voulaient pas se rendre malades. Les cibles maintenant, donc qu'on parle de Campral ou de naltrexone, c'est des médicaments qui vont jouer sur le craving, donc qui vont diminuer l'envie de boire de la personne, puis qui vont faire aussi que quand la personne boit, l'effet de récompense sur le cerveau va être un petit peu plus faible, ce qui fait qu'elle sera moins tentée après un verre de vin de finir les 4 bouteilles. Elle va peut-être être un peu plus capable de céder. C'est des médicaments qui ne sont pas très difficiles à prescrire, mais que probablement un peu par manque de connaissances, formation, c'est pas si facile que ça de trouver un médecin qui peut le prescrire. Mais c'est bon donc de savoir que ça existe pour pouvoir poser la question. Vous avez probablement entendu parler de la méthadone, de la Suboxone, qui sont des traitements de substitution pour les opiacés. En fait, une des mauvaises conceptions déjà, c'est de penser que ces médicaments-là sont utilisés uniquement pour aider les gens à faire le sevrage. En fait, ce qu'on sait, c'est que quelqu'un qui a vraiment un TLU sévère aux opiacés, s'il n'y a pas de traitement de substitution à moyen-long terme, les taux de rechute sont extrêmement élevés. Donc, souvent, le traitement de choix, c'est de leur proposer de rester sur la méthadone ou sur la Suboxone. Quelqu'un qui va bien sous méthadone, puis qui ne veut pas nécessairement arrêter la méthadone, on ne l'encouragera pas à l'arrêter. On va plutôt se dire que c'est un des facteurs qui fait qu'il l'aide. On va voir des gens qui, après 1 an, 2 ans, 3 ans de méthadone, qui vont très bien, vont arrêter, puis que ça se passe bien. On voit aussi des gens qui avaient réussi à se retrouver un emploi, une famille, tout ça, qui arrêtent la méthadone, puis quelques mois après, qui sont retrouvés itinérants à s'injecter. Donc les deux peuvent survenir. Pour la cocaïne, les amphétamines, le cannabis, on n'a pas encore beaucoup d'aide pharmacologique. Il y a de la recherche qui se fait, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé grand-chose. Pourquoi c'est important de faire de la recherche là-dessus? Il y a 2 choses. C'est de pouvoir aider les patients. L'autre chose aussi, c'est que dans le milieu médical, les médecins ont quand même beaucoup plus tendance à vouloir aider les gens quand ils ont quelque chose à leur offrir. C'est beaucoup plus difficile de dire aux gens, suivez votre patient qui a un problème de cocaïne si vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez faire pour l'aider. Donc, dans ce sens-là, c'est important que la recherche continue là-dessus. L'accessibilité aux soins, donc il y a tous les services de première ligne, CLSC, médecins de famille.
La deuxième ligne pour les problèmes de toxicomanie, c'est principalement les centres de réadaptation en dépendance. Il y en a partout au Québec, puis c'est souvent facile à trouver en cherchant sur Google. Puis ils ont une variété de services qui vont de la clinique, des suivis externes à des périodes de suivi interne un petit peu plus encadrés. Puis il y a certains programmes de troisième ligne, comme on a à l'hôpital Saint-Luc. Pourquoi il y a ces programmes-là? En fait, c'est que dans les années 80-90, ils se sont rendus compte que, justement, tout ce qu'on a dit sur l'impact des TLU puis de la comorbidité avec les problématiques de santé mentale, ils se sont rendus compte qu'en fait, on n'était pas très bon pour traiter ces gens-là et que ce n'était pas tant que ça parce qu'on leur donnait pas les traitements, c'était plus qu'ils n'avaient pas accès aux soins. Donc, c'est là qu'ils sont venus avec les concepts de traitement séquentiel, de traitement parallèle, puis de traitement intégré. Séquentiel, qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? Ça veut dire que la personne vient, a eu des symptômes de psychose en prenant de la cocaïne, voit le psychiatre qui va lui dire « Je ne peux pas trop savoir si c'est juste la drogue ou pas. Donc, va régler ton problème de cocaïne, puis quand c'est fait, tu reviendras me voir, puis on va regarder est-ce que tu as encore un problème ou pas. » La personne va voir les gens en toxicomanie qui lui disent « Là, tu es bien trop flyé, tu entends des voix, tout ça. » Va donc voir ton psychiatre qui règle le problème, puis tu reviendras nous voir quand on ce qu'on peut faire. Donc, ça, c'est une des choses qui arrivait souvent. Puis comme c'est des patients qui n'ont pas toujours une très bonne autocritique sur leur problématique, bien, ça faisait qu'ils tombaient toujours entre deux chaises, qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Le traitement parallèle, c'est de dire au même patient, bien, je vais continuer à te suivre en santé mentale pour ton problématique d'hallucination, mais va te traiter en même temps pour le problème de consommation. Puis l'équipe là-bas lui dit la même chose, bien, on continue à te suivre, mais ton problème de santé mentale, occupe-toi-en avec ton psychiatre. C'est pas mauvais en soi. Le seul problème, c'est que c'est pas toujours réaliste que les deux parties se parlent, puis que des fois, les philosophies de soins peuvent être un peu différentes. Donc, on va voir... ça se voit, par exemple, une équipe en toxico qui vont dire à la personne, mais tu sais, si tu ne consommais pas, tu n'aurais pas besoin de tes pilules, tu peux peut-être les arrêter. Et vice-versa, un médecin qui va dire, tu sais, ta méthadone, t'es bien, c'est peut-être pas essentiel que tu la continues. Donc, au Québec, en ce moment, la plupart des services se donnent de façon parallèle. Ce qui est important, c'est de penser une fois de temps en temps à ce que les deux équipes se parlent. Le traitement intégré, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de réunir au sein d'une même équipe des gens qui sont et formés en toxicomanie et formés en santé mentale, puis que dans la même équipe, il y a une prise en charge qui est globale pour le patient. Donc, où on va adresser les deux problèmes en même temps. L'autre chose, c'est qu'on a tendance que dans le doute, donc le patient que je vous dis qu'on n'est pas capable de faire la différence entre est-ce que c'est parce qu'il consomme qu'il a de la psychose ou est-ce qu'il a un problème de psychose même s'il ne consommait pas, bien, on va se dire on va traiter les deux problèmes en même temps comme si c'était primaire. Puis une fois qu'il va aller mieux, bien, on essaiera de préciser un petit peu plus les choses. On a tendance à essayer de privilégier l'approche intégrée. Oui, ça peut se faire dans des programmes de troisième ligne, mais ça peut se faire même en première ligne. Par exemple, la personne qui est déprimée et qui consomme de l'alcool, même si on a l'impression que la problématique principale, c'est l'alcool, on peut, comme médecin de famille, comme intervenant, continuer à faire un suivi à chaque fois qu'on le voit sur les deux problématiques en même temps. Donc, de l'aider avec des soins pour l'alcool, mais de continuer à parler de la dépression et vice-versa.